Est-ce que dans les relations internationales, un pays peut demander pardon à l'autre? Ce n'est pas un événement. Ça arrive tout le temps. Des excuses publiques sont exigées par endroit et formulées par des États. Parfois, ce n'est même pas exigé, mais par politesse diplomatique, on ne dit peut-être pas pardon, on ne dit peut-être pas excuse, mais on trouve la formule de rabattre les cartes, de faire profil bas, comme vous le disiez dans une de vos questions précédentes, d'avoir une tenue qui permette en fait de montrer qu'on reconnaît sa part de responsabilité à un certain point de vue et qu'on a envie que les choses aillent mieux. Maintenant, quelqu'un a dit que le pardon peut être une faute. Je ne sais pas si dans ce contexte, c'est une faute pour Gildas Agoncan de demander pardon, de demander pardon quand il est en pleine opération de remise d'attestation à des étudiants en fin de formation à Akaya. Je dis qu'en fait, la forme peut déranger. La forme du discours d'Agoncan peut déranger. Le cadre. Avant de venir justement au fond, je dois dire, de la question, examinons déjà la forme, la personne qui porte le message, le lieu où le message est délivré et le contexte dans lequel le message est délivré. Quelle analyse, Franck? Non, je crois que William a tout dit. Hein. Le cadre dans lequel il a fait, vous savez, c'était l'une des premières sorties de Agoncan et donc il ne pouvait pas se permettre de faire des bourdes, il ne pouvait pas se permettre le luxe, même s'il en voulait lui-même personnellement de faire une sortie qui puisse avoir cette envergure-là. Je pense, comme William, avec une ferme conviction, que ces propos-là lui ont été permis par Cotonou. Est-ce que je peux le dire? Oui, vous pouvez le dire. Le ministre, la Marina et tout, on lui a autorisé de dire, on l'a autorisé à dire, à tenir ses propos. Maintenant, le cadre, peut-être que lui, là-bas, il a des éléments d'appréciation que nous n'avons pas forcément. Sur place à Gaïa, vous savez qu'à Gaïa, au fort moment de la crise, c'est là qu'il y a eu véritablement, disons, une montée de colère, où les gens ont manifesté pour dire attention, pour donner du courage à Tiani, et nous n'en voulons pas, on a même lancé de Gaïa des propos très durs à l'endroit de Cotonou. Et donc, quand il se retrouve dans un territoire comme ça, sur une terre comme celle de Gaïa, il est en face de ceux qui avaient véritablement porté très haut, disons, cette colère-là. Et donc, c'était un endroit propice pour lui de dire attention, pardonnons-nous, nous demandons pardon, nous voulons que nous ramenions un peu la balle à terre pour évoluer ensemble, nous en tant que peuple. Et donc, le cas pour moi, c'était bien. Et est-ce que dans une crise, on ne saisit pas la moindre opportunité pour résoudre les problèmes? C'est la question que je me suis posée. Et là, je trouve que oui, lorsqu'il s'est retrouvé en place, en face des gens qui lui ont prêté cette attention et tout, il a délivré son message. Eh bien, on peut en faire l'interprétation qu'on veut, mais la suite, qu'est-ce que ça peut donner? Parce que l'histoire retiendra que malgré la posture du chef de l'État, malgré le déroulé de cette crise-là, tout ce que nous avons connu, le feuilleton, eh bien, à un moment donné, l'ambassadeur du Bénin près le Niger a demandé pardon, a tenu des propos pour essayer de calmer davantage les ardeurs, pour essayer de calmer les esprits. Et ça, l'histoire le retiendra. Et donc, nous pouvons déjà dire que ce cas, pour moi, ça ne me pose aucun problème. Et s'il fallait encore peut-être trouver... Le profil de l'homme aussi ne vous dérange pas? Non, le profil ne dérange pas du tout. Oui, mais quand même, parlons justement du profil de l'homme, c'est l'ambassadeur. Et quand on dit ambassadeur, c'est quand même des termes. William l'a rappelé tout à l'heure. C'est des comportements, c'est en tout cas les mots choisis et mesurés. C'est des termes un peu plus voilés, etc. On a vu quand même la France reconnaître d'une manière ou d'une autre ses exactions, notamment en période coloniale esclavagiste par le passé dans certains pays, mais ce n'est pas ce n'est jamais officiellement nous vous demandons pardon. Est-ce que ce n'est pas un peu moins diplomatique et un peu plus, je dois dire, trop
trop trivial. Et mieux, l'exemple que vous donnez, pour ce qui est de la France, c'est venu bien des années plus tard, parce que l'Afrique l'a toujours demandé. On a vu toute la peine que la France a eue, n'est-ce pas, à trouver des mots assez justes, n'est-ce pas, pour montrer, n'est-ce pas, ce pardon qu'elle demande aux pays africains. Je pense qu'on a, en tant qu'ambassadeur, toute une liste de mots, d'expressions à utiliser pour faire comprendre à son vis-à-vis, n'est-ce pas, qu'on est en train de formuler des mots de politesse, n'est-ce pas, à son endroit, et essayer de les ramener à la table des discussions et des négociations. Encore que jusque-là, si nous faisons encore l'histoire, nous verrons que le Bénin, d'abord, en plus de dire par ses plus hautes autorités ce qu'il pense de ceux dont on l'accuse, toutes les fois qu'on a prononcé des propos d'accusation, et les propositions qui sont venues du Bénin, n'est-ce pas, pour mettre à l'aise nos amis du Niger, pour que nous puissions repartir sur de nouvelles bases. On a proposé à des autorités du Niger de venir visiter le Bénin, de faire le tour du Bénin et de voir si ce dont ils nous accusent est véritablement vérifié et de faire eux-mêmes leur propre religion de la situation sur le terrain. Parce que c'est bien facile de rester à des distances et de dire et de formuler des accusations. Parce que ça aussi, on n'en parle pas. Est-ce que déjà, à ce moment précis, on a déjà saisi cette opportunité, cette main tendue du côté du Bénin pour que une solution paisible soit trouvée? Alors, après, c'est vrai, on peut ne pas avoir de doute sur le profil, les mots, est-ce que c'est des consignes, parce que, effectivement, nous parlons de quelqu'un qui est en poste, qui représente le Bénin tout entier dans un pays voisin, et donc, les propos qui sont tenus engagent non seulement lui, sa personne, mais aussi la République. Et si, pour avoir tenu ces propos jusqu'à ce jour, on n'a pas entendu le ministère des Affaires étrangères rappeler son ambassadeur, lui demander des explications, est-ce que c'était sous le coup de l'émotion? Voilà. Donc, cela sous-entend peut-être quelque part que cela non plus ne gêne pas sa hiérarchie. Et c'est en cela que moi, je suis un peu partagé sur la formule que nous voulons utiliser pour trouver une solution avec nos amis du Niger. Est-ce qu'avec l'initiative de nos anciens présidents, on s'est rendu compte que cela n'a pas du tout prospéré et qu'il n'y a plus du tout d'issue, il n'y a plus de solution, qu'il faut maintenant lancer encore notre bataille à travers les déclarations de notre ambassadeur? Je m'interroge. William? Vous savez, qu'on ait raison ou qu'on ait tort, la morale et l'éthique chez nous en culture disent que demander pardon, c'est de la noblesse, c'est de la hauteur. Donc, sur le principe, je n'ai pas à m'attarder. Maintenant, vous parliez des codes diplomatiques. Vous savez, Algérie, Front Polisario et Sahara occidental avec le Maroc, Cameroun récemment, un peu avant Rwanda, tout ça. Le Sénégal avec les tirailleurs. Avec les tirailleurs et les propos de Sonko, face aux propos de Sonko. Bref, ça n'a pas demandé pardon dans l'Hexagone. Donc, pas pardon officiellement de cette mais façon. Les termes, ils ressemblent. Oui, mais en fait, il ne faut pas oublier la première sortie d'Agoncan, quand il est allé effectivement en poste à Niamey, sur un média de la place. Il avait fait une erreur de communication terrible, en plein cœur de la crise à l'époque. Aujourd'hui, deuxième grande sortie, après avoir remis les copies figurées, que ce soit sur instruction ou non, sur le principe, sur le fond, rattraper personnellement en engageant. Sur le fond, il a peut-être pris une bonne initiative, mais dans la forme, un État qui demande pardon dans ces termes, dans ce contexte, de cette façon, c'est un peu trop se rabaisser. Mais je dis en fait. Mais il a bien dit que c'est le peuple on béninois, a besoin, oui. et non l'État béninois. Comme si les deux peuples s'étaient jamais querellés. Attention. Un ambassadeur doit faire attention à ce qu'il dit. Oui. Seul le peuple est souverain ici dans l'État béninois. Et c'est écrit dans notre constitution. Donc, si l'État béninois est souverain, c'est parce que son peuple d'abord est souverain, ensuite son territoire et ses autorités politiques. La souveraineté de l'État commence par le peuple. Et ceux qui aujourd'hui sont dépositaires des pouvoirs publics le sont par le principe de la légitimité, de la remise de cette légitimité par le peuple. Donc, vous ne parlez pas au nom du peuple
en esquivant les gouvernants. Et quand on ne vous donne pas le pouvoir d'aller parler au nom du peuple, vous ne parlez pas au nom du peuple. Mais je dis, pour finir, Tanguy, si c'est suffisant pour rassurer aujourd'hui, nous qui avons cru à un moment donné que le Bénin jouait un mauvais jeu, à commencer par le début de la crise, ensuite, si est mal pris au milieu, si aujourd'hui ce sont des éléments pour rattraper et montrer à la surface du monde finalement que s'il y a des gens qui sont résolument engagés pour que l'environnement soit pacifié, c'est que le Bénin fait partie de ceux-là et fait de gros efforts. Pour moi, c'est tant mieux pour l'avenir de cette situation. Il parle du peuple. Et les deux peuples ne se sont jamais querellés. Pourquoi est-ce que le peuple béninois devrait aller demander pardon au peuple nigérien? Ce sont les deux États qui sont en train de s'engueuler depuis. Allez faire un petit sondage, peut-être, vous allez constater, quand on dit peuple, c'est cette appellation générique de dire tout le monde et tout. Ah mais non, à l'intérieur, quand on est diplomate, le choix des mots est précis. Voilà. Lorsque vous voulez demander pardon face à un peuple, disons, de Gaïa, il y avait un mélange de tout. Le simple fait que le pardon sonne dans l'oreille de ces personnes qui étaient en face de l'ambassadeur à Goncan, ça peut avoir un écho plus important que les mots, les codes diplomatiques que vous irez chercher face à un peuple qui peut-être se démène avec le petit français, avec, disons, son niveau assez acceptable, qui vous écoute et qui veut écouter. Mais qu'est-ce que ce monsieur du Bénin-là veut nous dire en face, et que vous sortez le mot pardon? Parce que quand vous voulez dire, disons, vous voulez présenter des excuses, ça doit être avec une certaine empathie. Vous devez savoir choisir également les mots. Et donc, face à un peuple qui comprend les choses, comme on le dit, terre à terre, utiliser un code qui peut les pénétrer, un code qui peut leur permettre de saisir ce que vous voulez dire. Maintenant, si on veut rester dans le monde intellectuel, nous allons puiser dans disons, dans les annales diplomatiques pour commencer par chercher des mots. Dites pardon, oui, nous demandons pardon, et puis c'est tout. Vous passez qui demande pardon? Oui, c'est l'ambassadeur qui représente, qui a dit... Quelqu'un qui n'a rien fait, qui ne se reproche rien, qu'on donne pardon en son nom à quelqu'un à qui... Non, mais les relations sont déjà tendues. Oui. On a dit qu'il y a crise, les autres ont dit la posture que vous avez adoptée pendant la crise, ça ne nous a pas plu, et cela a tendu, ça a rendu un peu, ça a remis un peu les relations. Alors, si vous sentez que bon, il faut arranger les choses, vous ne pouvez pas aller encore devant cela, même si on crée, disons, la faute et on vous la colle, eh bien, vous pouvez dire, écoutez, sur tel point, nous ne sommes pas d'accord avec d'autres rencontres en offre, ou pas devant le public, mais lorsque vous venez devant un public, vous demandez pardon, c'est tout. Pour l'avoir dit, les relations n'ont pas changé jusqu'à l'heure actuelle. Enfin, pour avoir prononcé ce discours. Il a prononcé. C'était bien avant. Ça, c'était bien avant. Oui, et je dis, il faut voir le contexte. Alors, quelques petits jours avant la sortie d'Agoncan, l'ambassadeur de nous a remis les copies. Ils sont dans un processus. Donc ça, on ne peut même pas établir un lien entre cette activité et les propos d'Agoncan. Attention, il y avait un Agoncan qui a remis ses copies figurées de lettres. Jusque-là, celui qui est nommé à Cotonou depuis novembre, supposé en février, n'avait pas remis comme c'était attendu. Ce qu'on peut supposer, Tanguy, c'est que on s'est entendu. Écoutez, messieurs, nous envoyons notre ambassadeur remettre ses lettres de créance. Mais vous devez prendre l'engagement juste après que quelqu'un parmi vous puisse prononcer les mots pardon. C'est peut-être ça, c'est la seule hypothèse. Ou bien, autrement, ça va être très bizarre, en tout cas. Par contre, moi, j'estime que même si cela devait être le cas, le mot pardon est trop osé. Et je ne suis pas le seul à avoir lu l'indignation de nos concitoyens. Pourquoi c'est trop osé? Oui, parce que on peut exprimer des mots de regret, Tanguy. Peut-être même pour ce que les peuples ont perdu dans cette crise, ou mais continuent encore de perdre dans cette crise. Je pense aux transporteurs, je pense aux bandes d'âmes, je pense aux commerçants et commerçantes de part des frontières, qui sont aujourd'hui obligés, n'est-ce pas, de ne pas pouvoir donner un sens à leur activité économique. On peut avoir des mots de regret.
on peut se dire que c'est assez même le chef de l'État dommage. Il dit je suis tout ce qui se passe là. Oui, avec on a eu déjà. Il faut évoluer maintenant à mon avis. Des mots de regret. Les situations dans lesquelles. Des mots de regret. Même le porte-parole du gouvernement en sortant dit nous déplorons tout ce qui se passe. Mais apparemment ça n'a pas d'effet. Ça n'a pas eu d'effet. Il faut chercher la thérapie de choc. À cette allure alors, c'est pour ça. Maintenant qu'on a demandé. C'est pour ça on est en train de demander pardon. Écoutez. Imaginez les pires situations dans lesquelles des États arrivent à s'embrouiller, par exemple, entre en guerre ou en conflit. Imaginez la nous n'en sommes pas encore là. Nous avons. C'est ce que je dis. Il y a des éléments à passer. Qu'est-ce qu'on va prononcer? Je vais finir rapidement. Qu'est-ce qu'on va prononcer dans ce cas de figure comme mot d'excuse ou de pardon? Si pour une situation où on est dans un État, on a fait un coup d'État, des États dans une organisation estimée que ça ne peut pas se faire. Et c'est normal, ça ne peut pas se faire. On ne peut pas encourager cela. Cela a suffi pour que l'État voisin trouve qu'on veut le déstabiliser. Qu'on a mis des militaires partout. Ils sont allés plus loin. Non, mais écoutez, ils sont allés plus loin. Oui, justement. On a commencé par former. C'est pas le militaire qui va annoncer. Oui, c'est pas nous qui avons, comment dire, déclaré des propos de mensonges. Parce que jusqu'à l'heure actuelle, on nous a pas apporté la preuve de ce qu'au Bénin, on a mis des milices un peu partout. On va faire avancer le débat. Est-ce que, bon, c'est vrai, quand on a tout fait, quand on a fait les regrets, le chef de l'État, le porte-parole, etc., que ça n'a pas changé, quand on a demandé de venir voir, de venir écumer tout le Bénin pour voir s'il y a des terroristes ou pas, ça n'a pas fait avancer les choses. Maintenant, on fait demande le pétrole du Niger. On a bloqué le pétrole pour 2 ou 3 jours, ça n'a pas fait avancer les choses. On a condamné quelques Nigériens. Bon, il faut demander pardon. Maintenant, si ça ne bouge pas, on s'aplatit, on se coupe la tête. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, on a l'impression que le Niger ne veut pas bouger. Il y a une grosse erreur à ne pas faire dans ce débat. C'est commencer par vouloir retourner en juillet 2023 pour situer les responsabilités. On aura tout perdu dans ce rapport de force. Pour moi, qu'il y ait responsabilité ou pas, les Nigériens sont aigris contre les Béninois, même le peuple, parce qu'on leur a dit parce qu'on leur a dit et les Béninois que le Bénin a bloqué leurs armes au port de Cotonou, a refusé de faire bouger ça de l'autre côté. Parce qu'on leur a dit que le Bénin a pris des militaires contre ça, c'est encore très très subjectif. Parce qu'on leur a dit que le Bénin a dit aux importateurs de ne plus amener des produits dans son port. Parce qu'on leur a dit que le pétrole qui devrait leur donner quelques devises, pendant qu'ils étaient en guerre, ils étaient en situation de guerre, que ce pétrole a été bloqué par des Béninois et la justice béninoise a fait condamner de leurs compatriotes. Quand on dit un discours comme ça à un peuple, attention à ne pas faire des formules. Mais alors, c'est déjà même suffisant ce que vous aviez évoqué. Quand vous aviez évoqué tout ça, et que de l'autre côté, on est resté droit dans ses bottes pour dire que tout ce qu'on a raconté là, que c'est des mensonges. Que finalement, à la fin, on vient dire, je vous demande pardon. Est-ce que ce n'est pas une validation de toutes ces accusations qu'on a rejetées par le passé? Non, validation, non. Restons dans notre contexte. Expédié Ologou dira deux nains qui se comportent comme des géants. Le Bénin et le Niger sont interdépendants économiquement, culturellement et socialement. Ce n'est pas la Russie et les États-Unis, ce n'est pas la Chine. Est-ce que ce pardon ne peut jamais donner du crédit à toutes ces accusations par le passé? Pour moi, même si cela donne l'impression de donner du crédit aux accusations, la fonction que cela a beaucoup plus, c'est qu'on descend de son piédestal. On reconnaît que quelque part, on a une part de responsabilité. Et là-dessus, Nigériens du bas peuple de Gaïa et autorités nigériennes nous attendaient sur le principe de reconnaître que notre position, ils ont dit quelque part qu'ils pouvaient s'attendre à cette position de tous les États de la sous-région, sauf du Bénin. Quand des gens qui vous collent cette étiquette vous voient reconnaître au moins une partie de votre responsabilité, pour moi c'est de la noblesse. Pour moi cela, que de l'autre côté cela peut s'interpréter aussi comme ça, que c'est donner du crédit, reconnaître que les autorités nigériennes prennent la suprématie dans le débat. Si c'est l'homme qui a vu le serpent et que c'est la femme qui l'a tué
et que le serpent est mort. Non. Et que le serpent est mort. C'est déculotter l'homme, ça, parce que L'homme est envers l'homme et que les frontières Le serpent va faire des dégâts et repartir. Ils vont mieux tuer le serpent. Je suis entièrement d'accord avec William. Mais à la fin, qui portera le pantalon. Non, lorsque vous commencez par dire, vu que nous avons fait ci, c'est entériné lorsque nous demandons pardon, que nous avons fauté et tout. Non, il faut voir, il y a de l'évolution dans les relations. Il y a 2, 3 mois, il y a 4 mois en arrière. Non, bon, ça c'est de l'interprétation aussi. Voilà. Comment déconstruire dans la tête du Nigérien du bas peuple, comme l'a dit William, le fait qu'on lui a inculqué pendant des mois que c'est le Bénin qui est le malheur, qui est la source du malheur qu'ils vivent sur leur terre. Des gens qui n'ont jamais mis pied au Bénin, qui ne connaissent même pas, disons, la culture béninoise. Mais est-ce qu'en demandant pardon, ça leur arrache cette idée, en réalité? Ou bien ça les conforte dans l'idée? Vous n'avez pas idée, vous n'avez pas idée de l'écho de ce que ça peut faire dans le mental des Nigériens, de ceux-là qui sont restés campés pendant longtemps. Aller mesurer le cerveau des Nigériens pour savoir à quel niveau. Non, nous sommes africains. Écoutez, même lorsque vous avez commis le plus grand crime du monde, et vous venez vous dites, même devant les tribunaux, quand on dit je reconnais, je demande pardon, je fais ci, je fais ça. Ça n'empêche pas le juge. Ça n'empêche pas le juge. Parfois ça. Vous parlez vos 20 ans, il y a 20 ans. Parfois, il a accusé, il a plaidé coupable. Oui. Quand on plaide coupable, la plaidoirie, c'est pas la même chose. Le juge, n'est pas la même chose. Je demande la clémence. Dans ce cas, ça sonne dans la tête du juge. Parce que le juge a une marge. Retourner sur les titres des journaux béninois en 2013, quand Yahi disait qu'il pardonnait à Talon. Allez voir les cours. En fait, ne soyons pas amnésiques. Nous sommes en Afrique. On n'est pas sur les Pyrénées ici. On est en Afrique. Et bon, c'est le temps de parole de Eric. Non, j'avais pas. J'avais pas fini. Franck et William s'interrogent du ressenti des Nigériens. Mais qui s'occupe du ressenti des Béninois? Du peuple béninois. Du peuple béninois. Qui lui demande pardon? Ceux-là qui ont estimé que l'ambassadeur n'avait pas à demander pardon. Au nom du peuple béninois, au nom des citoyens béninois, qui s'occupent de leur ressenti? Des Béninois qui pensent que à chaque étape de cette histoire, le Bénin est resté égal à lui-même. Parce que toutes les fois que du côté du Niger, on nous accuse de quelque chose, nous apportons la preuve du contraire. On a bloqué le pétrole. Oui. On a bloqué le pétrole pour des raisons administratives. On apporte la justification. Nous avons trouvé que c'était normal. Rien que pour pacifier la relation, on a débloqué le pétrole. Mais ce n'est pas vers la normalisation. On a dit que des officiels du Niger viennent au Bénin par voie terrestre, bien que les frontières étaient fermées. On a trouvé que ce n'était pas légal. Il fallait trouver une solution à ça. On a fait ça. À chaque fois que nous évoluons, il y a des pas qui sont posés. On a demandé aux autorités de venir avec nos autorités visiter le Bénin. Ça, c'est une erreur, et donc, par exemple. à chaque fois, on essaye quand même de montrer notre bonne foi, de trouver une solution à la crise. Ça a changé. Donnez-moi un exemple de pas posé par nos amis du Niger. Là où je suis pas d'accord avec Eric, vous savez, le plus important, amener des radars, amener des drones pour voir le territoire, mais qui n'est pas d'accord que l'ambassadeur dise à un peuple pardon. Lequel est le plus grave entre les deux? Exagéré. Vous savez, là où c'est grave, quand, donnez-moi un seul exemple d'un pas posé par nos amis du Niger dans la recherche d'une paix. Dites-moi. Moi, je ne trouve pas. Oui, mais nous aussi sommes allés au Niger. Nous aussi sommes allés au Niger. Mais nous aussi nous sommes allés au Niger. On a envoyé l'ambassadeur. Nous avons même envoyé un ministre on a même envoyé un ministre qui a dit. Non, écoutez, Tanguy, tant que la crise n'est pas jugulée, est-ce que le Niger, est-ce que Niamey n'est pas dans une logique définitive, enfin quand je dis définitive, en tout cas, c'est pour longtemps encore, de garder les frontières fermées et dans leur état actuel, France. Est-ce que les propos de Agoncan vont changer quelque chose? Un peu comme William le disait tout à l'heure, qu'il y avait un lien entre le fait qu'on ait reçu les lettres de créance et les propos d'Agoncan. Et je disais que cela suppose que entre deux parties, on s'est entendu, nous envoyons notre élément, vous trouvez quelqu'un qui demande pardon. Alors, si après avoir prononcé ces mots du côté du Niger, on ne s'est pas assuré que c'est le dernier geste à faire du côté du Bénin dans la solution de ces crises pour que les frontières soient ouvertes,
c'est qu'on aura vraiment gaffé. Oui, Franck. Un mot d'abord. Vous n'oubliez pas que nous avons affaire à des militaires. Vous voyez un militaire venir dire pardon devant même le couteau à la gauche. C'est quoi Même le couteau. Tout le gouvernement n'est pas militaire. Le Premier ministre, je crois, il ne porte pas non, c'est le CNSP, ce sont les militaires qui sont à la tête du Niger actuellement. Qui nous envoie aussi un ambassadeur. Je crois qu'il y a un ambassadeur à Cotonou, mais qui n'est pas militaire. Ils se font aider par des civils. Oui. Et toutes les orientations, les politiques publiques et tout, ça porte la marque des militaires. Et l'idéologie même qui est inculquée actuellement, qui est en vogue là-bas, l'idéologie, elle est militaire. Et donc, quand vous avez affaire comme ça à des gens avec qui vous êtes en crise, eh bien, vous trouvez la formule pour vous en sortir. Mais est-ce que ça va changer quelque chose? Si par exemple, ces pères de la CEDEAO ne lui avaient pas confié la lourde charge de délivrer ce message-là à la rencontre d'Abuja, Patrice Talon ne serait pas en difficulté, le Bénin ne serait peut-être pas en difficulté comme ça avec le Niger. C'est parce qu'à un moment donné, on lui a dit, prends la parole, et c'est tout le péché que le Bénin a commis, parce que le Bénin n'a pas déclaré officiellement la guerre au Niger dans cette affaire de coup d'État. Le chef de l'État a porté la parole du groupe, et c'est ce qui nous a valu tout ce que nous avons vu là. Que le groupe voit tout ce que ça fait. Voilà, au contraire, les obligations de pardon. On devrait demander à ces pères-là de venir soutenir davantage le. Aujourd'hui, on ne les voit même pas. Ils seront chez forts et assignés pour célébrer deux secondes. de son père. Le pardon, c'est au nom du groupe de la CEDEAO ou c'est au nom du Bénin? C'est le Bénin. Mais on a pris la posture au nom du groupe. Oui, c'est peut-être une erreur qu'on a eu à faire ou un manque de présence d'esprit. Mais qu'est-ce qu'il pouvait faire quand vous sortez? Donc on a été vigilant quand on disait que le chef de l'État ne devrait pas être chef de file du rétablissement du pouvoir de Bazoum. Est-ce que Niamey n'est pas en train de faire la sourde oreille et ne veut vraiment pas y entendre? Parce qu'on a quand même fait beaucoup de démarches là. C'est ma question. Oui, j'ai l'impression que c'est le cas. Mais avec ces propos tenus par l'ambassadeur, ça peut être une façon de livrer. William, vous avez espoir? De les livrer à tout le monde pour savoir. Je pense que les propos d'Agoncan sont pour moi de toutes les démarches que le Bénin fait depuis. Je pense que c'est un déclic pour moi. Je me dis, quand on se permet d'aller jusque-là, c'est qu'on a vraiment envie que le mercure descende. Maintenant, attention à former Agoncan. Il est ambassadeur, il n'est plus député, il n'est pas dans sa circonscription électorale. Voilà deux sorties pour moi pour lesquelles, attention, en temps de crise, il faut envoyer non seulement des diplomates, mais aussi des diplomates habitués aux situations de crise. Attention à ne pas écorner l'image du pays avec cette posture diplomatique qu'il est en train de développer en poste. Je dis oui, on a raison de demander pardon, mais les codes, les règles en diplomatie sont extrêmement important, code et règles. Quand on veut demander pardon, et c'est genou à terre, c'est la seule posture qu'on connaît. Il n'est pas genou à terre. Oui. Et aussi, il n'y a pas de je demande pardon, tout grand. Non, je ne le dis pas, mais voyez l'homme, je ne suis pas rassuré. Pour le crise que nous avons, les postures de l'homme en tant qu'ambassadeur ne me rassure pas. Vous savez, j'ai un exemple à donner. D'abord, sur la question, je ne pense pas que cela va changer quelque chose du côté du Niger, après ces mots tenus par nos amis. Vous savez, parfois même en diplomatie, on fait de la dissimulation pour soigner les apparences. Vous savez, les États ne vous diront jamais qu'ils payent des millions aux terroristes, rien que pour que les terroristes leur libèrent leurs citoyens. Ils ne vous diront jamais. La phrase qui est connue, c'est que nous luttons contre le terrorisme, mais jamais nous ne négocions pas avec les terroristes. Mais nous savons qu'en arrière-plan, ils envoient beaucoup d'argent, rien que pour peut-être un ou deux ou trois citoyens, n'est-ce pas? Donc je pense que je ne sais pas ce qui a dû se passer pour que, voilà, mais bon, nous sommes là. Maximum 5 minutes pour évoquer notre dernier sujet. Je ne sais pas si ça vous dirait. La hack qui sera à nouveau un communiqué franc, c'est contre les sites internet d'information, mettons, illégaux. Oui, je pense que c'est dans la droite ligne de ce que Loco a annoncé lors de sa prise de service. Il a dit qu'il fera un peu le ménage, l'assainissement. Je pense que ce n'est pas mauvais, parce qu'il y a beaucoup de choses qui passent sur les réseaux sociaux, et je crois que les tests leur permettent d'engager une telle procédure pour demander aux gens. En fait, c'est pour moi une façon de suivre un peu ce qui se passe, parce que il y a des gens qui, par exemple, pour des médias qui sont régulièrement constitués, qui payent même des tasses, et qui sont assujettis à des tasses dans la République,
qui concurrencent ceux-là, mais qui ne sont pas reconnus du tout, qui ne sont dans aucune base de données, qui exercent l'activité et qui sont appelés plus journalistes que ceux qui ont suivi même la formation et qui sont dans des organes reconnus légalement et qui font le travail comme tel. Et donc je pense que c'est une bonne chose. Et ce qu'on a dit, c'est pas sorcier. Dans le communiqué, j'ai vu, on dit qu'il faut se faire, il faut se faire connaître, il faut faire dépôt légal et tout. On a sorti la liste des pièces qu'il faut fournir. Pour moi, ça va assainir un tout petit peu le secteur, surtout sur ceux qui interviennent sur la toile. Eric? Deux choses. La première, c'est que nous avons besoin véritablement de cette réorganisation. Nous avons besoin de ce nettoyage. Après, notre crainte, c'est que cela ne vire pas dans une forme de censure, ou dans une forme d'imbrication de notre liberté d'expression. Et je pense que c'est à ces deux niveaux que ça se joue. Comment on trouve l'équilibre ou ce besoin de nettoyage et ce besoin de permettre aussi à des acteurs, des médias, de pouvoir faire convenablement le travail. Et je pense que c'est là que se trouve toute la question. Et parfois, qui peut nous amener à avoir des inquiétudes entre cette volonté que la nouvelle équipe de la HAC manifeste, n'est-ce pas, comme ils le disent eux-mêmes, de faire le sale boulot, parce que ils ont estimé que pendant longtemps, le secteur est resté dans un état tel qu'aujourd'hui, il y a un peu trop du désordre, donc il faut mettre un peu de l'ordre dans les choses. Donc nous les exhortons, tout en continuant par faire ce travail de nettoyage, à quand même garder à l'esprit que nous sommes un environnement des médias et nous avons besoin d'une liberté, n'est-ce pas, pour travailler. William? J'aurais aimé se communiquer un peu avant la suspension jusqu'à nouvel ordre de certains médias qui exerçaient en ligne. Pour moi, c'est ce qu'on aurait dû faire. Pour moi, on aurait pu rappeler à l'ensemble de la communauté, un peu comme c'est le cas aujourd'hui. Attention, nous sommes dans la liberté d'expression, mais nos textes constitutionnels et législatifs qui vous garantissent cette liberté demandent aussi que vous remplissiez des formalités administratives. Je ne sais pas pourquoi on a attendu de faire fermer des médias bien critiques de ligne éditoriale qui ne disent pas tous les matins qu'il faut troisième mandat, que ceux qui disent, qui pensent autre chose que ce que Patrice Talon fait sont soit des plaisantins ou des racketeurs. Je ne sais pas pourquoi les médias qui ne disent pas ça, comme certains qui font ça tous les matins avec leur manchette, on a attendu de les fermer jusqu'à nouvel ordre pour sortir un communiqué comme celui-là. Pour moi, cela tient lieu de mise en demeure. Et le communiqué le dit. Mais la HAC a la liberté de choisir ses méthodes, dès lors que ces méthodes sont elle a des méthodes qui ressemblent un peu trop à Patrice Talon et à sa gouvernance. Elle a eu des méthodes. Il y a un gros rapport. Elle a une méthode qui ressemble à un chargé de mission, toujours en mission pour le président de la République. Parce que si au même moment que la police. Non, vous avez opinion tout à l'heure. Si au même moment que la police infeste et assiège les syndicats et les partis de l'opposition, d'autres institutions constitutionnelles disent ok, d'accord, les médias qui reçoivent telle personnalité et qui ne font que chanter contre ce qui est fait, il faut les fermer. C'est après cela qu'on trouve qu'on doit pouvoir avertir l'ensemble des médias. Parce que, reconnaissons-le, il y a plus de médias qui n'ont pas respecté ces formalités administratives aujourd'hui dans la pratique que de médias qui respectent. Ce n'est pas normal. Donc, une mise en demeure est normale. Mais pourquoi on fait la purge avec les médias proches de l'opposition, sinon de ligne, je n'aime pas dire proche de l'opposition, de ligne éditoriale critique? On finit la purge et maintenant on vient demander aux autres de se régulariser. Pourquoi ne pas les laisser dans la NAS aussi? Pourquoi on ne suspend pas tous les autres? Parce que la HAC sait ceux qui sont enregistrés, et connaît tous ceux qui exercent aujourd'hui, qui ne sont pas. De quel privilège? À quel enseigne sont-ils logés? De quel standing bénéficient-ils ces médias aujourd'hui qui sont dans l'illégalité, qui ne sont pas suspendus au même titre que Patriote, Crystal News, Reporter Bénémon? Bref, pour eux, à quelle chapelle, à quelle obédience sont-ils prêtres ou non, ou je ne sais quoi, pour qu'à eux, on donne des mesures discriminatoires, à eux, on donne une mise en demeure publique qui ne les suspende pas au moment où les autres ont la clé sous le paillasson. Du deux poids, deux mesures. Roubedi disait que tout ça est le fruit de l'exclusion. Je crains qu'on en arrive là encore. C'est votre parole de... Vous savez, après la suspension des autres médias dont parlait William tout à l'heure, un doyen m'a appelé, il a dit,
quand il a lu le communiqué ou la décision de l'ARAC, il a appelé un responsable de l'ARAC pour lui dire, mais c'est trop parti, pourquoi est-ce que vous avez pris cette décision? Il lui a dit, ce sont des gens que nous avons pris le temps d'avertir pour leur demander, venez régulariser votre situation. Et donc, comme ils ont fait la sourde oreille, il fallait prendre une mesure pour leur montrer que, attention, cette information n'est pas totalement vraie. Non, mais je dis, c'est quelqu'un qui a appelé. Oui, ce qui lui a servi n'est pas totalement vrai. William, s'ils ont pu suivre certains médias pour attirer leur attention sur la nécessité qu'ils se régularisent, pourquoi est-ce qu'il y en a qui restent encore, ceux qui n'ont pas attiré l'attention depuis lors? Oui, je pense que quand vous voyez le champ défini maintenant par l'ARAC, dans ce dernier communiqué, ça parle un peu de tout. On parle des sites de communication, de tout ce qui produit de l'information. Je pense qu'à partir de ce qui a été... C'est par là qu'il fallait commencer. Non, mais est-ce que nous avons à dire à l'ARAC la stratégie qu'elle doit utiliser? L'ARAC peut dire, je prends telle mesure et après, je continue par faire l'assainissement et tout. C'est à l'ARAC de définir sa stratégie. On peut ne pas aimer la stratégie, mais c'est ça que l'ARAC a choisi de faire. Donc, pour moi, c'est une occasion pour ces médias-là, ou ces sites internet, tous ces canaux-là, de pouvoir se mettre en règle pour que nous ayons quand même une vue plus ou moins bonne de ce qui passe également sur Internet. Parce qu'à des moments donnés, on se plaint des contenus que nous voyons sur les réseaux sociaux et qui parfois détruisent la vie des gens. Donc si aujourd'hui on peut avoir une idée de ce qui fait quoi, je pense que ça va réduire un peu les dérives, les dérapages que nous observons. Absolument. Il faudrait aussi que... et ça va faire plaisir à l'ODEM qui, chaque fois... Certainement, on va inviter l'ODEM pour avoir son avis à ce sujet-là. Mais je pense, et là, je souscris à la quête mobilisée par l'église de William, qu'en réalité, la PUJ ne devrait pas fondamentalement concerner les journaux dont les lignes éditoriales sont assez critiques. Il y a aussi de la mouvance, en tout cas des quotidiens dont les titrailles parfois vous laissent franchement perplexe. On ne va pas faire de la leçon professionnelle à des gens. J'espère vraiment que ça va taper dans tous les sens pour nous aider vraiment à assainir ce milieu-là.